J'ai regardé une centaine de films en 2024 et dans cette vidéo, je vais vous révéler mon flop 10 de l'année. N'hésitez pas à me juger et à me dire vos déceptions dans les commentaires. En 10e position, Vaiana 2 de David J. Derrick Jr. C'est la suite de Vaiana, la légende au bout du monde sortie en 2016, où l'on retrouve Vaiana ainsi que le dieu Maui dans de nouvelles aventures mêlant légende, demi-dieu, malédiction et île perdue au milieu du Pacifique. À l'origine, il s'agit d'une série destinée à Disney+, et ça se ressent dans le montage du film, avec des péripéties raccourcies ou sans réel enjeu car désamorcées trop rapidement. On dirait des bouts d'épisodes avec une flopée de nouveaux personnages qui n'ont pas le temps d'être développés, et c'est impossible pour moi de me rappeler de la moindre chanson du film, ce qui est très mauvais signe pour un Disney. C'est dommage, peut-être qu'il aurait mieux valu que ce soit juste une série Disney+. Bref, je l'ai trouvé très en dessous du premier volet. Merci, ciao! En 9e position, le tableau volé de Pascal Bonitzer. Un homme redécouvre une peinture accrochée dans sa maison et il se pourrait bien qu'il s'agisse d'un tableau disparu, Les Tournesols, estimé à plusieurs millions d'euros. 99%, c'est un flou. On découvre alors le monde du marché de l'art, un milieu fermé, méprisant, manipulateur, qui doit déterminer à qui appartient vraiment ce tableau volé pendant la Seconde Guerre mondiale, par des gens qui envoient des cœurs, bras tendus. Sujet très intéressant, mais l'histoire se concentre surtout sur la vie privée du commissaire-priseur, joué par Alex Luss, sans que l'on comprenne vraiment pourquoi on devrait y accorder autant d'importance. Pascal Bonitzer nous montre différentes classes sociales et leur réaction à ce tableau, qui fait irruption dans leur vie, mais ça reste un film social, là où on attendait plutôt un thriller ou un film d'enquête avec plein de rebondissements. C'est encore une fois une question de goût, mes attentes ont peut-être altéré mon opinion sur le film à cause de ce tableau volé. En 8e position, Gladiator 2 de Ridley Scott. Ici, on suit une suite remake de Gladiator, chef-d'œuvre des années 2000 avec Russell Crowe et le même réalisateur. Mais cette fois-ci, Ridley Scott remet en scène la gloire, la légende de son personnage de Maximus, et ce faisant, il semble s'auto-complimenter en permanence sur le souvenir nostalgique de son propre film. Il en oublie la portée politique, notamment à travers ces deux empereurs qu'il délaisse au profit d'un Paul Mescal calqué sur Maximus, mais sans le leadership, alors que c'est ce qui fait aimer et respecter le personnage. Là où le film marche, c'est avec le personnage de Denzel Washington, qui a l'air de plutôt bien s'amuser dans le film. Là où Ridley Scott se rate, c'est qu'à travers sa suite, il arrive à égratigner son premier film, car il lui rajoute des explications qui servent pas vraiment à grand chose. Et visiblement, il ne veut pas s'arrêter puisqu'il veut lancer un 3e film. Il l'a fait avec Alien, il l'a fait avec Blade Runner, il le fera avec Gladiator. En 7e position, Mufasa de Barry Jenkins. Mon problème principal avec ce film, c'est déjà son existence, parce qu'au niveau du scénario, on dirait la création du monde en 7 jours de tout l'univers du Roi Lion. Ils répondent à toutes les questions que personne ne s'est jamais posées. Le cycle de la vie, du singe vaudou, de l'oiseau marcheur d'homme, des deux frères qui sont pas vraiment des frères, de pourquoi les animaux respectent le lion, bref, tout ça manque d'originalité et de cohérence. Mais ce qui moi me pose le plus problème avec ce film, c'est que je le trouve extrêmement moche. Ils ont essayé de disneyifier les personnages, là où le Royaume 2019 a un côté fou dans son réalisme. Par exemple, Kiara est le personnage Disney fille complètement cliché, où il y rajoute des formes féminines. Je comprends pas. Et je trouve qu'ils ont parfois des expressions du visage extrêmement bizarres, ça leur fait des têtes vraiment cheloues. Ça m'a vraiment dérangé plus que le scénario, alors que c'est une histoire dans une histoire comme le Roi Lion 3. Paye ton originalité. En 6e position, Madame Web de S.J. Clarkson. Un personnage qui ressemble à Spider-Man, qui en a la couleur, le goût, la texture, mais ce n'est pas Spider-Man, ni même une Spider-Woman. Ça n'a rien à voir, c'est une madame qui a des pouvoirs magiques, ceux de voir dans le futur grâce à une araignée et une civilisation très ancienne perdue dans la jungle péruvienne. Je ne peux pas faire plus court, c'est un personnage pas très connu en France. Elle a donc de plus en plus de visions, notamment celle de 3 jeunes femmes qui se font attaquer dans le métro par un mystérieux personnage pieds nus. Alors elle va les tirer d'affaire et essayer de comprendre ce qui se passe avant les spectateurs. Alors je ne vais pas tirer sur une ambulance en feu qui fonce dans le mur sur un terrain miné, mais quand même, si j'arrive à lui trouver des qualités esthétiques et de montage, pourquoi est-ce qu'on a des personnages féminins aussi cons? Sérieusement, si on inversait les genres, ça sauterait aux yeux du monde entier que le comportement de ces femmes dans le film a un problème. Heureusement que le méchant est encore plus con pour équilibrer la balance, parce que sinon ça serait très vite terminé. Mais ici, il s'agit d'un film de Sony. Alors Sony, c'est le studio derrière Kraven le Chasseur, la saga Venom ou encore Morbius. Que des bouses du Sony Spider-Man mal reçus par le public et les critiques. Heureusement pour moi, je les ai pas tous vus, parce que sinon je ne parlerai que d'eux dans mon flop. Ça a coûté du temps et de l'argent, mais heureusement ce n'est que du cinéma, et qu'à part Tahar Rahim au Razzie Awards, personne n'a été blessé. En 5e position, Blue et compagnie de John Krasinski.
Ici, on nous raconte l'histoire d'amis imaginaires qui sont abandonnés par leurs enfants devenus adultes. Sauf qu'une jeune fille est capable de les voir et va tout faire pour les aider avec Ryan Reynolds. Et le résultat est bancal. Le film et plus largement son univers manque de cohérence et nous fait des raccourcis de l'espace pour justifier que des adultes aient besoin de redevenir des enfants ou de se rappeler qui ils étaient quand ils avaient un ami imaginaire. J'ai pas passé un bon moment devant le film, peut-être que je suis devenue trop adulte pour l'apprécier, mais j'ai aussi eu un problème avec ce personnage principal pendant tout le film. Une ado qui râle, qui se croit plus intelligent, qui s'étonne d'avoir mis tout le monde en danger en n'écoutant personne. Bon, c'est cliché, on connaît tous celui-là, et ça me gonfle, donc je préfère très vite passer à autre chose. En quatrième position, Megalopolis de Francis Ford Coppola. C'est un film où il se passe énormément de choses à l'écran et pourtant ça me semble mal mélangé, mal écrit, mal monté, mal joué et je n'ai tout simplement rien compris. On dirait un rêve le scénario, ça se produit sous nos yeux, mais on est incapable de comprendre pourquoi on est là et pourquoi on en arrive là. Je ne sais même pas comment vous le résumer, tellement Francis Ford Coppola passe du coq à l'âne et délaisse ses spectateurs pour créer quelque chose qui lui tient visiblement à cœur, mais qui ne semble parler qu'à lui. Pourtant l'idée est belle, parler de la chute de notre civilisation moderne dans un New York futuriste avec des inspirations de la chute de Rome, mais il rajoute tellement d'éléments pour consister son univers que ça a trop maturé dans son tiroir depuis 40 ans. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre d'un projet qui a mis autant de temps à être créé, mais si le résultat voulu est celui obtenu, je comprends que personne ne voulait mettre un centime dessus. Peut-être que le temps donnera raison à cette œuvre qui ne ressemble vraiment à rien d'autre et que je vous recommande de découvrir parce que vous n'avez jamais vu un film comme ça. Et moi, pour l'instant, je ne sais pas quoi en faire. En troisième position, Trap de M. Night Shyamalan. L'histoire d'un tueur en série qui mène une double vie et qui emmène sa fille au concert de sa chanteuse préférée. Tout se passe bien jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que la police sait que le tueur en série sera à ce concert et qu'ils vont tout faire pour l'attraper. Donc on va suivre le point de vue du tueur qui va tout faire pour essayer de s'en sortir. Alors mon problème principal avec ce film, c'est le scénario. Et plus précisément, comment tout ça est amené. Parce que l'idée de base, elle est plutôt chouette. Tout est trop facile. Le tueur agit au nez et à la vue de tout le monde. Il arrive à s'infiltrer partout, à obtenir des informations sur absolument tout ce dont il a besoin pour se sortir de là. J'avoue, le film commence à être intéressant vers la fin du concert, mais pour le reste, on est sur de la comédie. Il n'y a pas d'autre explication possible. Le gars infiltre une réunion de la police où la profileuse explique qu'ils ont affaire à un type très intelligent qui ressemble à Monsieur Tout-le-Monde et que peut-être même qu'il est en train de nous écouter en ce moment même. Genre, c'est presque ça. Enfin, je veux dire, quand quelqu'un vous sourit comme ça, dans un lieu où vous recherchez un tueur en série, il n'y a pas à réfléchir, c'est lui. En deuxième position, Joker, Folie à deux de Todd Phillips. C'est donc la suite du film de Joker, Lion d'or de la Mostra de Venise, Oscar du meilleur acteur, 1 milliard de dollars de recettes au box-office mondial, et tout ça est à la hauteur de ma déception. Je n'avais pas spécialement d'attente, personnellement le côté comédie musicale ne me dérange absolument pas, mais c'est dommage que Joker 2 ne soit pas allé plus loin dans le genre. Pourquoi est-ce qu'on reste aussi plan-plan? Pareil pour le côté film procès que j'ai trouvé intéressant, surtout lorsqu'il y a des personnages du premier film qui viennent témoigner, mais au scénario, ça semble juste rallonger le temps et pas nous offrir plus de rebondissements que ça. Et quand on parle du scénario, on en voit les faiblesses. Comme par exemple avec le gardien de prison qui commet un acte politiquement résonnant avec la violence de la société, mais le film semble l'oublier et ne lui apporte aucune conséquence. Et que dire sur Harley Quinn? Un personnage ambigu dans le film, très ambigu, trop ambigu. On n'arrive juste pas à s'attacher à elle parce qu'on n'arrive pas à savoir ce qu'elle veut, elle. C'est trop bizarre, on n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a une histoire d'amour entre eux, alors que c'est un point central de cette suite. Ce qui est étrange avec ce film, c'est qu'individuellement, il y a beaucoup de qualités. Joaquin Phoenix est excellent, la photographie est de toute beauté, certaines scènes m'ont beaucoup plu, mais l'ensemble ne va pas. Le film se veut très méta, avec cette figure du Joker, comme en témoigne le court-métrage d'introduction, mais on a le sentiment que l'équipe du film n'a pas réussi à savoir quoi faire d'un budget de 200 millions et qu'ils se sont laissés divaguer leurs envies de comédie musicale, d'histoire d'amour, de prison, de procès, et d'un personnage qui est trop attendu, à l'instar d'Arthur Fleck, qui ne sait pas quoi en faire non plus. En première position, May December de Todd Haynes. J'avais adoré Carol de ce réalisateur, mais là, je ne comprends pas ce qu'il a voulu faire en abordant cette histoire inspirée d'une histoire vraie. Pour la préparation d'un film, on suit Nathalie Portman qui va jouer Julianne Moore, qui joue une mère de famille qui a eu une aventure extra-conjugale il y a quelques années avec un garçon de 13 ans. Combien?
donc on est dans le glauque tout de suite. Elle est tombée enceinte, elle a fait de la prison, mais aujourd'hui elle vit toujours avec ce dit garçon. Ils ont même une famille, et du coup il y a un film qui va raconter leur histoire. Déjà c'est un sujet compliqué, mais pourquoi pas? Ça reste une histoire vraie qui mérite d'être racontée. Et bien le film va vous montrer qu'à part le mari, tout le reste n'est qu'égoïsme, provocation et haïssable au plus haut point. Je n'ai jamais passé un aussi mauvais moment au cinéma, et je ne comprends pas qu'on nous raconte cette histoire par ce prisme-là et de cette manière-là. Je ne trouve pas que ce soit un film mémorable, même pour le jeu des comédiennes, parce que c'est surtout ce qui avait été retenu aux cérémonies de films l'année dernière, et je ne veux tout simplement plus jamais retomber sur une seule image de ce film. On est quasiment sur du traumatisme, parce que ça me met mal d'en parler. Voilà pour mes flops de l'année, je n'ai parlé que des films que j'ai vus et qui m'intéressaient suffisamment pour aller les découvrir. N'hésitez pas à me dire quelles ont été vos déceptions de l'année, si vous n'êtes pas d'accord avec moi ou si vous voulez aborder d'autres points. Tout est subjectif et le but n'est pas de dénigrer le travail des personnes qui ont bossé sur ces films, c'est juste du ressenti de spectatrice avant tout et je suis dans mon bon droit de changer d'avis, sauf pour lui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!